Que ce soit un robinet mal fermé, les mouvements de foule, les fluctuations des marchés boursiers ou encore l'interaction des neurones dans notre cerveau, aussi disparates soient-ils, ces phénomènes sont tous liés par un même fil conducteur, la théorie du chaos. Au cœur de cette théorie se trouve une propriété assez connue sous le nom d'effet papillon. L'idée qu'un infime battement d'ailes au Brésil puisse déclencher une tornade au Texas. Cette idée, elle vient tout droit d'un papier qui a fêté ses 60 ans l'année dernière, celui d'Edward Lorenz, un météorologue qui, dans une salle comble d'ordinateurs au MIT, simulait des modèles météorologiques à 12 variables. C'est en relançant une simulation passée, négligeant les 3 dernières décimales, qu'il s'est aperçu que d'infimes différences dans les conditions initiales menaient à des prévisions météo qui n'ont plus grand-chose en commun. Et c'est cette extrême sensibilité qui révèle le chaos déterministe. Malgré des mouvements initiaux semblables, leurs trajectoires divergent rapidement, traçant des chemins complètement différents. Le système ne reviendra jamais exactement au même état et pourtant, rien n'est aléatoire, tout est déterminé. Et cette théorie du chaos, elle n'a pas seulement aidé à expliquer des mécanismes imprévisibles comme la météo, elle a aussi permis des applications innovantes dans le chiffrement de données, comme ce serveur d'hébergement utilisant des centaines de lampes à lave pour générer des clés de chiffrement véritablement aléatoires afin de protéger une partie d'Internet. Et c'est justement cette exploitation du chaos pour un cryptage robuste des données qui fait écho à certains des principaux défis du projet Spincom dans lequel s'inscrivent mes travaux de thèse, incluant le contrôle de la dynamique chaotique qui peuvent survenir dans le cas de plusieurs nano-oscillateurs couplés ou avec une rétroaction retardée sur un seul oscillateur. Mon travail se concentre sur 2 objectifs, la génération de nombres véritablement aléatoires et le chiffrement de données. Pour commencer avec un exemple assez simple, on peut s'intéresser à la fonction logistique qui modélise l'évolution d'une population avec un taux de croissance. Lorsqu'elle est tracée, elle montre comment de petites variations peuvent mener à des comportements totalement imprévisibles. Son équation, elle décrit la croissance d'une population au fil du temps, avec R le taux de croissance et X la population à chaque étape en temps. C'est un modèle configuré pour représenter la population comme un ratio entre 0, l'extinction, et 1, la capacité de charge maximale du système. Et aussi simple qu'elle puisse paraître, cette équation, elle produit un comportement chaotique pour certaines valeurs du taux de croissance. On peut par exemple faire tourner le modèle pendant 20 générations, pour différents taux chacun, partant du même niveau de population à 0,5. Et dans ce tableau, on peut déjà voir dès la 5e génération une séparation des tendances malgré les mêmes conditions initiales. Si maintenant on trace leur évolution, on peut facilement voir comment la population, avec un taux de 0,5, s'éteint rapidement, tandis que les autres convergent lentement vers un équilibre stable, commençant progressivement à osciller jusqu'au taux de 3,7, qui montre un comportement de plus en plus erratique et imprévisible, ce qui tend à faire émerger un certain degré de chaos dans la population. Pour voir vraiment ce qui se passe, on peut de nouveau exécuter le modèle, mais cette fois-ci avec des centaines de taux de croissance différents, de 0 à 4. Pour les faibles taux, la population s'éteint ou se stabilise rapidement, mais c'est au-delà de R égale 3 que le diagramme entame sa première bifurcation et se divise en 2 branches. Quel que soit le nombre d'itérations, le système ne se stabilisera jamais, oscillant entre 2 valeurs uniques. Au seuil critique de 3,5, ces fourches continuent de se diviser, conduisant à des doublements de période, des cycles de plus en plus grands, c'est l'entrée dans le régime chaotique. Et zoomer sur ce diagramme de bifurcation, c'est un peu comme déplier une fractale. Ces caractéristiques à grande échelle se répètent à des échelles plus petites, c'est la notion d'autosimilarité. Et cette transition vers le chaos, elle n'est pas uniquement visible dans un diagramme de bifurcation, elle se manifeste également dans l'évolution des séries temporelles chaotiques. Si on oppose 2 séries, l'une générée aléatoirement et l'autre chaotiquement, il est assez difficile de les distinguer. Mais lorsqu'on les projette dans l'espace des phases, en utilisant des coordonnées retardées, la différence devient plus évidente. Ces tracés de l'espace des phases représentent les séries temporelles dans des dimensions supérieures, en traçant les valeurs des données par rapport aux valeurs différées de la même série. Ici en 3D, la population à t plus 2 par rapport à celle à t plus 1 et t. La série aléatoire n'est-elle qu'un nuage de points épars, un peu comme du bruit, tandis que la chaotique fait émerger une structure claire comme une ligne multidimensionnelle, c'est donc un attracteur étrange. C'est ce qui révèle la propriété du déterminisme qui régit la dynamique chaotique. Enfin, on peut aussi exécuter le modèle logistique pour vérifier l'influence des valeurs de populations initiales, toutes les deux très proches en utilisant le même taux de 3,9. Leurs tendances semblent fondamentalement les mêmes, jusqu'à 35 générations, où ces minuscules variations initiales commencent à s'amplifier. Les 2 trajectoires divergent complètement, ne montrant pratiquement plus grand-chose en commun. Si notre connaissance de ces 2 systèmes commençait à la génération 50, on n'aurait aucun moyen de deviner qu'ils étaient presque identiques au début. Avec le chaos, l'histoire se perd dans le temps et la prédiction de l'avenir ne peut dépendre que de la précision de nos mesures. C'est notre dernière notion concernant le chaos, la sensibilité aux conditions initiales.
L'ambition serait de trouver ces caractéristiques en étudiant expérimentalement la dynamique d'aimantation chaotique par microscopie à force de résonance magnétique. Mais ce dont on a besoin en premier lieu, c'est de simulations pour trouver les bonnes conditions qui conduisent notre système vers ce comportement instable. Le principe de calcul repose sur la discrétisation d'un disque ferromagnétique en de nombreuses cellules carrées et sur la résolution de l'équation non linéaire de Landau-Lifshitz-Gilbert pour chacune de ces cellules. En ajustant les paramètres, que ce soit la géométrie du disque ou ses propriétés magnétiques, on cherche à identifier les conditions qui permettent de passer d'un système ordonné à chaotique. D'après les travaux de thèse d'Igor Ngouania, on sait que des dynamiques complexes peuvent facilement survenir lorsque le champ d'anisotropie compense le champ démagnétisant. Le principe consiste donc à prendre un disque fin de fer cobalt-bore de 200 nanomètres de diamètre et aimanté hors du plan. Dans un régime fortement non linéaire, à la résonance ferromagnétique, avec un champ RF dans le plan, on peut premièrement observer comment évoluent les composantes moyennes d'aimantation. Et donc à une fréquence d'excitation fixée, à 4 GHz, le champ statique est balayé dans le sens ascendant et descendant. À la puissance RF la plus faible, le système est simplement forcé à la fréquence externe, et donc une lorentzienne représente la réponse de résonance. C'est une fois un certain seuil atteint que des instabilités commencent à émerger, conduisant à un plateau saturé entre 80 et 140 millitesla. Maintenant, si on s'arrête à un champ statique donné, en plein milieu des instabilités, et qu'on regarde ce qui se passe temporellement, on va pouvoir comparer le comportement magnétique du disque à basse et haute amplitude du champ micro-ondes. À faible puissance, les composantes moyennes d'aimantation se montrent stabilisées avec une précession régulière. Mais à plus haute puissance du champ excitateur, toujours pour le même champ externe, ce transitoire ne montre plus d'oscillation régulière mais fait émerger une évolution apériodique où aucun pattern oscillatoire ne se répète même après plusieurs microsecondes. C'est à ce moment qu'on peut faire une première analogie avec le modèle logistique. Ici, l'amplitude du champ RF, c'est notre taux de croissance qui lui aussi, selon sa valeur, influence le système en le dirigeant vers une dynamique chaotique. Mais l'étude de ces données en elle-même n'est pas suffisante pour se donner une image complète de la dynamique du système. Il convient donc de lui appliquer des outils d'analyse de série temporelle non linéaire pour obtenir des informations quantitatives sur le degré de chaos. Avec le théorème de Takens, on peut restaurer des informations d'état en reconstruisant un espace des phases à haute dimension à partir de séries unidimensionnelles. On a pour cela besoin de deux paramètres clés, le délai temporel et la dimension de plongement. Ce délai, il permet la confrontation de la série temporelle avec ses versions décalées en temps. La méthode de l'information mutuelle retardée sert à identifier un délai optimal en calculant l'information pour différents intervalles de temps. Le premier minimum de cette fonction révèle le point où les données atteignent une indépendance suffisante tout en préservant une corrélation pertinente. La dimension de plongement, quant à elle, représente le nombre de copies décalées dans le temps nécessaires pour décrire pleinement l'état du système dans un espace des phases reconstruit. Cette dimension permet la reconstruction fidèle de l'attracteur et sa détermination s'effectue en identifiant la première valeur pour laquelle la proportion de faux plus proches voisins devient négligeable. Le principe des plus proches voisins examine la proximité des points dans l'espace des phases reconstruit. Des faux voisins apparaissent lorsque la dimension de plongement est trop faible, causant une projection erronée de points éloignés vus comme étant proches. En augmentant progressivement la dimension, le nombre de faux voisins diminue, indiquant une représentation plus fidèle de la dynamique du système. Et donc avec un délai optimal de 600 et une dimension de 6 déterminée à partir de ces techniques de plongement, il est désormais possible de reconstruire l'attracteur à partir des données de la série d'origine. L'observation d'un tel arrangement topologique plutôt qu'une simple dispersion aléatoire de points indique l'existence d'un modèle déterministe sous-jacent qui façonne la dynamique du système. Cette structure géométrique témoigne que le comportement n'est pas simplement un bruit stochastique mais présente bien une signature caractéristique du déterminisme. Et il existe quelques repères visuels pour évaluer si la valeur du délai choisi est optimale. Si le délai est trop court, l'attracteur ne se déploie pas suffisamment, ne parvenant pas à capturer pleinement l'évolution du système. En revanche, un délai trop long disperse l'attracteur, qui se répand et devient alors désordonné. Mais pour se convaincre de la robustesse du chaos, il est nécessaire de recourir à des invariants quantitatifs calculés à partir de l'attracteur reconstruit, tels que les exposants de Lyapunov. Cette quantité caractérise le taux de séparation de trajectoires infinitésimalement proche dans un espace des phases à n dimensions. Si delta de 0 est la distance initiale entre deux points, leur séparation au fil du temps suit une loi exponentielle élevée à la puissance lambda t, où lambda est l'exposant de Lyapunov et t le temps écoulé. Lorsque lambda est nul, les trajectoires maintiennent une distance constante entre elles et convergent lorsqu'il est négatif, et enfin s'éloignent exponentiellement lorsqu'il est positif, ce qui révèle un comportement chaotique. Cet exposant quantifie la sensibilité du système aux conditions initiales.
Une manière intuitive de les visualiser est d'imaginer une petite sphère de conditions initiales qui s'étire progressivement en une ellipsoïde au fil du temps. Les allongements de cette ellipsoïde le long de chacun de ses axes principaux correspondent directement aux valeurs des exposants dans ces directions. L'amplitude des exposants positifs quantifie le taux et l'intensité du chaos. Des valeurs plus élevées indiquent une divergence rapide d'une complexité croissante. Et justement, dans ce spectre, on observe 3 exposants positifs, signe que le système entre dans un régime d'hyper-chaos. Un état extrême où les trajectoires divergent exponentiellement dans plusieurs dimensions simultanément. L'hyper-chaos transcende le chaos avec des phénomènes d'étirement et de torsion fractale dans plusieurs modes à la fois. Ce phénomène se distingue par une dynamique encore plus riche, avec des interactions non linéaires qui démultiplient les possibles évolutions du système. Il a donc été démontré en premier lieu que des équations non linéaires simples peuvent engendrer un comportement chaotique d'une grande complexité, avec une sensibilité extrême aux moindres perturbations. L'application de ces techniques d'analyse aux résultats de simulations micromagnétiques permettent de s'assurer du déterminisme, de la périodicité et de la robustesse de ce chaos. Dans le cadre du projet SpinCom, orienté vers l'étude des jonctions TMR, l'ambition est d'engager une étude expérimentale. Ce contexte introduira de nouvelles contraintes, notamment liées au bruit inhérent aux mesures, complexifiant ainsi l'interprétation des données. Pour tenter de s'en affranchir, des méthodes plus avancées, telles que la méthode de titration par exemple, permettront de démêler le signal chaotique du bruit en ajustant progressivement les paramètres pour ainsi révéler les dynamiques complexes du système. Donc du battement d'aile d'un papillon aux innovations technologiques, la théorie du chaos appliquée à la dynamique d'aimantation de nanostructures se fait le creuset d'applications concrètes. De la génération aléatoire au cryptage, elle ouvre la voie à des solutions de communication innovantes, et c'est tout l'enjeu, au cœur du projet ciblé SpinCom, du PEPR Spin.